Normand. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes bien entre nous, ne fuyez pas, restez avec moi. Catherine Marion m'a fait la gentillesse de me laisser animer l'émission aujourd'hui à l'occasion de la semaine du bénévolat. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai beaucoup d'invités, mais peu avant ça, j'ai plein d'informations à vous donner. Alors, si vous répondez avec excitation en voyant des artistes donner de la couleur à un papier blanc, Splash Aquarelle vous fera vivre de la couleur. Tout cela se passera au 77e concours de la Société d'aquarelle d'Ottawa du 20 avril au 9 mai à la galerie Old Chelsea. Pour avoir des informations concernant cette visite guidée de l'œil de cette beauté, vous pouvez vous rendre à www.galerieoldchelsea.ca ou même visiter leur site Facebook où toutes les informations y seront. Aussi, nous avons l'artiste Joël Roy qui lancera son 4e album intitulé Paysage intérieur. Et pour sa tournée médiatique, elle sera avec nous ici à Ottawa les 22 et 23 avril dans le cadre de sa tournée médiatique. Elle sera à la fromagerie Elgin pour un 5 à 7 les 22 et 23 avril. Alors, pour un 5 à 7, bon, pour tous ceux qui aiment Joël Roy, vous pouvez vous rendre à la fromagerie Elgin entre 5 à 7, je répète, pour pouvoir découvrir son album qui, je suis sûre, va faire danser beaucoup plus d'un. Ça, c'est pour ce soir. C'est un peu limite, mais je vous le dis pour ce soir. Si vous êtes friands de vin, si vous êtes des amateurs de bons vins, alors le Festival des vins de Californie fait un tour à Ottawa et ça se passe aujourd'hui, jeudi 19, au Westin, Ottawa. Mais c'est au centre-ville, vous pouvez vous y rendre là-bas. Pour tous ceux qui aiment le vin, c'est un festival de vins de Californie. Il s'agit de la plus grande tournée de dégustation de vins californiens au Canada. Donc, c'est le moment de profiter pour essayer de découvrir qu'est-ce que les Californiens nous offrent de bon en matière de vin. Si vous pouvez vous rendre là au Westin Ottawa, c'est ce soir. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi vous rendre au www.colwine.ca. Donc, je reprends www.colwine.ca. Comme je vous le disais tout à l'heure, Catherine m'a laissé la latitude, la gentillesse, elle m'a fait la gentillesse de me laisser animer l'émission. Je suis en stage ici à TV Rogers, je suis en relations publiques à la Cité et ne vous inquiétez pas, vous allez la voir ici demain. Et pour demain, elle a beaucoup de choses à vous apprendre demain. Elle va rencontrer Maya Lemaire, qui est chroniqueuse perspective jeunesse. Elle va aussi rencontrer Julie Blais-Como, spécialiste de l'étiquette. Vous pouvez apprendre avec moi ce que c'est qu'un spécialiste de l'étiquette parce que je ne sais pas trop ce que c'est, donc vous pouvez bien suivre l'émission avec elle demain. Et aussi Julie Boutet, qui est entraîneur avec Free Farms Fitness. Donc demain, vous pourrez être dans votre petit salon en train de faire des exercices, en train de bouger, parce que l'entraîneur sera sur le plateau. On va faire de l'exercice tous ensemble et vous pouvez aussi en profiter. Soyez des nôtres demain. Pour mon émission aujourd'hui, si vous êtes intéressé par le théâtre, nous allons rencontrer quelqu'un de Théâtre en plein et elle va venir nous parler d'une merveilleuse pièce de théâtre qui s'en vient, donc restez aussi avec nous. Nous allons aussi parler avec Roxane Bélanger qui nous parle des gestes communicatifs chez les enfants. Elle vient de Premier Mot et je suppose qu'elle va beaucoup nous apprendre sur nos enfants, sur nos petits frères, je dirais, parce que moi, j'ai pas encore d'enfants. Et on parlera aussi avec mon professeur de relations publiques que j'ai eu l'idée d'inviter aujourd'hui pour qu'il vienne me soutenir et puis peut-être pour avoir une bonne note vers la fin de la session, pourquoi pas. Et pour finir, juste après la pause tout à l'heure, nous allons parler avec Statistique Canada. C'est des personnes qui viennent à tous les mois pour nous apprendre sur de nouveaux sujets que nous ne connaissons pas et donc restez avec nous parce qu'aujourd'hui nous parlons d'environnement et de déforestation. Alors si la déforestation c'est un sujet qui vous touche particulièrement, ne bougez pas, restez avec nous. Nous allons apprendre beaucoup plus sur notre environnement, sur la déforestation. Pour mon expérience à Rogers,
Franchement, j'invite toutes les personnes qui aiment la télé, qui aiment tout ça, le monde des médias, à venir ici à Rogers parce que moi, je tire vers la fin de mon stage et franchement, j'ai passé un très bon moment ici. J'ai appris beaucoup, peu importe, que ce soit en relations publiques, que ce soit en journaliste, je dirais, j'ai appris beaucoup de choses parce que qui parle de relations publiques parle un peu de journalisme. C'est deux mondes qui sont un peu reliés. Et j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui m'ont appris plein de choses, qui m'ont appris plein de choses que je ne connaissais pas. J'ai pu mettre en pratique plein d'affaires que je suis en train de faire là même actuellement et je suis vraiment reconnaissante à TV Rogers. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous recevons tout à l'heure M. François Soulard qui vient de Statistique Canada. Il viendra nous parler de déforestation. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez rester avec nous. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Cette semaine, à Encore jeune, on vous parle du nouveau billet de 10 $ à la Banque du Canada et aussi du 12e rendez-vous francophone du maire d'Ottawa qui ont accueilli cette année les scouts. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous regardez Entre nous. Peu avant la pause, je vous parlais de déforestation, de l'environnement. J'ai avec moi quelqu'un de Statistique Canada, M. François Soulard. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, comme on s'en parlait tout à l'heure, on va parler de forêt. C'est ça. D'accord. Donc, moi, déjà, pour introduire, Statistique Canada est reconnu pour ses données économiques, sociales, démographiques, mais on n'entend pas vraiment parler d'environnement. En fait, ça fait plus de 40 ans que Statistique Canada produit des données sur l'environnement. Okay. Mais on produit tellement de données variées sur différents sujets que parfois les gens ont peur un peu de vue le fait qu'on produise des données sur l'environnement. On produit des données au niveau, on a des enquêtes sur l'environnement, on produit des comptes, qu'est-ce qu'on appelle des comptes de l'environnement, où on marie l'environnement à l'économie pour voir les interactions. Et c'est ça, je suis responsable d'une publication qui s'appelle L'activité humaine et l'environnement. Oh, vous venez de signaler quelque chose. Vous êtes responsable d'un document qui s'appelle Activité humaine et environnement. C'est ça. On y trouve quoi juste dans ce document? C'est une publication qui contient des statistiques sur l'environnement au Canada. On traite d'un thème différent à chaque année. Aujourd'hui, on va parler de forêt. L'année passée, on a publié sur l'eau. L'année précédente, sur l'étalement urbain. On utilise une approche des services écosystémiques. On parle des écosystèmes et des services dont bénéficient les Canadiens. D'accord. Donc, on a dit qu'en 2017, on a parlé de l'eau. C'est ça. Je suppose que notre eau, elle est clean, c'est que tout est correct. On en a beaucoup, mais il ne faut pas la prendre pour acquise. D'accord. Savez-vous qu'on a tellement d'eau que chaque Canadien a le droit à 1 minute de débit des chutes Niagara?
si on veut comparer en termes de volume, c'est comme ça. Je savais vraiment que j'allais apprendre quelque chose. Ça, je ne le savais pas du tout. Je savais vraiment que j'allais apprendre quelque chose. Donc, pour 2018, on parle de forêt. C'est ça. Comment se portent nos forêts aujourd'hui? Nos forêts se portent bien, je dirais, mais c'est peut-être une affirmation un peu gratuite. On en a beaucoup. 3,47 millions de kilomètres carrés, le 35 de la superficie du Canada. C'est plus que l'Alberta, l'Ontario et le Québec ensemble. Donc, c'est une grande superficie, des grandes forêts vastes, inaccessibles. Mais, par contre, il y a aussi des changements qui se produisent dans l'environnement, puis on parle de changement climatique, par exemple. On sait que la cible pour Paris est à, je pense, c'est 3 d'augmentation par rapport à la moyenne. Dans le nord-ouest du pays, dans la forêt boréale, l'hiver, on atteint déjà 5 degrés de plus que la moyenne à long terme. Donc, il y a des changements qui se produisent. La forêt s'acclimate, mais en même temps, il y a des changements au niveau des espèces. C'est ça que j'allais dire, parce que normalement, quand on a beaucoup plus d'espace vert comme ça, notre environnement est beaucoup plus protégé. Donc, le changement climatique, en fait ça dépend de la nature, on va dire. Ça dépend juste de la nature. On ne sait pas à quel moment est-ce que telle affaire peut arriver ou telle affaire, parce qu'on est béni d'avoir tout cet espace vert, mais malgré ça, on a des changements. On est béni, puis on en bénéficie. Certain que l'apport économique des forêts varie à travers le temps à cause de facteurs économiques. Par exemple, avec l'effondrement du marché de la construction résidentielle aux États-Unis et l'augmentation des médias sociaux aux États-Unis, on a connu une baisse des exportations de bois d'œuvre et de pâte et papier au Canada assez importante, qui a fait en fait que les exportations de bois, de pâte et papier ont passé de 12 à 6 entre 1997 et 2015. Donc, c'est pas insignifiant, c'est gros. Mais ça, c'est à cause des conditions économiques. Maintenant, il y a des conditions aussi environnementales qui font que les choses changent. Wow. Donc, j'imagine, vous avez parlé tout à l'heure de ce document appelé « Activités humaines et environnement ». J'imagine qu'on doit suivre certains protocoles de recherche pour bâtir ce document. Oui. Et puis, d'une année à l'autre, c'est sensiblement le même. On analyse avec des statistiques descriptives un peu l'état de l'environnement sous la perspective de l'infrastructure naturelle. D'accord. Après ça, on regarde les services dont on bénéficie. Les services qui sont produits par l'environnement. On parle, par exemple, dans le cadre de la forêt, on parle de la purification de l'eau, la filtration de l'air, on parle des habitats fauniques, on parle aussi des valeurs spirituelles et des valeurs récréatives que fournissent les forêts. Après ça, on analyse les bénéficiaires, la population, qui bénéficie de ces services-là. Et puis, en fin de compte, il faut parler de gestion et comment est-ce qu'on réussit soit à minimiser, soit à complètement annuler les impacts qu'on a sur la forêt, qui est d'où parlent les services. Exactement. Je pense qu'on a des images que vous voulez nous montrer, par exemple. D'accord. Ça, c'est... Comment se portent nos forêts? Oui, ça, c'est une première infographie qui est disponible sur notre site web et dans la publication, où on donne des statistiques sur les ressources forestières, dont la surface, la superficie des forêts au Canada, dont j'ai parlé un peu, sachant que ça représente 9 % de toutes les forêts du monde. Donc, on est garant de beaucoup de forêts au Canada. On parle de leur distribution à travers le pays, mais on parle aussi des différents types, différentes espèces. Par exemple, 68 % des forêts au Canada sont dominées par des forêts de conifères. Et de ça, c'est principalement de l'épinette. Donc, on parlait tout à l'heure de la réaction de l'environnement par rapport des espèces par rapport à l'environnement, mais ça pourrait changer avec le temps peut-être. Est-ce qu'on a une autre image? Oui, ça, c'est plus au niveau socio-économique. Et on parle de la valeur de l'exploitation forestière par rapport au PIB, au produit intérieur brut. On parle des exportations, on parle des emplois. Et j'aimerais attirer votre attention peut-être sur le bas où on parle des collectivités forestières. On a appris en analysant les données du recensement de 2016, celles qui viennent tout juste de sortir, qu'il y a eu une décroissance significative des collectivités qui bénéficient ou qui survivent grâce aux forêts. Donc, les collectivités qui font au moins 20 % de leurs revenus à partir de l'industrie de la forêt, il y en avait 463 en 2001. Il en reste plus que 105 aujourd'hui. De 463 à 105. OK. Donc, c'est peut-être que les collectivités
diversifient leurs économies. C'est peut-être qu'il peut y avoir plusieurs explications, mais sûrement une des explications, c'est que l'industrie de la forêt est moins importante pour la plupart des collectivités aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a seulement quelques années. C'est vraiment un tout petit peu de changement. Un petit changement, mais on espère qu'on va essayer de réfléchir à notre environnement en même temps. Vous avez impliqué d'autres sources dans ce travail-là? D'autres sources? On a travaillé de pair avec le Service canadien de la forêt qui produit la base de données nationale sur les forêts ainsi que l'inventaire national des forêts du Canada. Donc, on intègre aussi des sources d'autres ministères et aussi d'autres niveaux gouvernementaux et aussi des groupes environnementaux. OK, wow. C'est vraiment un travail de c'est un travail de fou tout ça parce que à faire ressortir tout ce que vous avez montré là, je suppose qu'il y a plein de personnes comme moi qui n'étaient pas au courant qu'on avait toute cette affaire-là autour de nous, tous ces espaces verts-là. Et puis, vous voulez ajouter quelque chose d'autre, par exemple? Bien, peut-être dire que la publication est téléchargée plusieurs millions de fois, plusieurs milliers de fois par année, et j'aimerais. Elle est vue par des centaines de milliers de personnes à chaque année. Comme l'année passée, c'est 200 000 personnes qui ont été consultées la publication. Donc, on veut que ça intéresse un peu tout le monde. On vise les 400 000 cette année. Je vous encourage à porter le message, oui. OK, d'accord. Donc, pour pouvoir avoir ce document, on pourra avoir accès à ça. On peut avoir un site. C'est sur le site web? C'est sur le site web de Statistique Canada. Si on cherche, ou même en googlant l'activité humaine et l'environnement, vous allez trouver les 40 ans d'histoire de cette publication-là. J'espère que j'ai le bon site web. C'est www.statcan.gc.ca. C'est ça. Donc, c'est là qu'on peut aller avoir toutes les informations que vous avez données tout à l'heure. Et voilà. Alors, j'ai appris beaucoup. Merci beaucoup. Je me demandais, en fait, on allait parler de quoi et tout, mais là, j'ai appris beaucoup. Je pense que je vais faire un tour sur le lien. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup à notre invité qui est venu nous informer sur plein d'affaires qu'on ne connaissait pas. Tout à l'heure, après la pause, si vous êtes des mordus de théâtre, je vous demande de rester avec nous parce qu'on reçoit Sacha qui est là pour le théâtre Tremplin et nous allons parler avec elle d'une nouvelle œuvre qui s'en vient. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous regardez Entre nous. Je vous parlais tout à l'heure, avant la pause, d'une pièce de théâtre. Je vais la nommer maintenant, c'est La mesure humaine. Et avec nous, nous avons Sacha Dominique et Amélie Landriot, si je le dis bien, qui vont nous parler de cette pièce de théâtre. Bonjour Sacha. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes metteur en scène. Où est-ce que vous tirez cette inspiration-là pour écrire ou mettre en place une œuvre pareille? Bien, en fait, c'est le directeur artistique du Théâtre Tremplin, Dylan Orr, qui choisit la pièce. Okay. Et ensuite, il fait appel à un metteur en scène ou une metteur en scène pour
monter la production l'année d'après. Donc, c'est lui qui m'a proposé cette pièce-là, Le silence d'une tragédie ou la mesure humaine. Et il n'a pas eu à me convaincre. Là. Quand tu vas voir, tu vas aimer ça. J'ai adoré cette pièce-là quand je l'ai lue la première fois. Puis tout de suite, ça nous donne une espèce de portrait d'ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Tu vois, je reçois le texte, puis là, j'ai comme, ah oui, OK, je vois comment je vais pouvoir monter ça, puis combien de personnages. En fait, il y a 36 personnages, donc combien de comédiens je vais choisir pour jouer les 36 personnages. Puis là, je voyais déjà l'univers dans lequel j'allais travailler. Alors, donc, j'avais déjà des idées en lisant cette pièce-là. Alors, je me suis dit, ah, c'est parfait. Moi, je suis d'accord avec ce choix-là. Vous en parlez avec tellement d'engouement. Est-ce qu'on pourrait avoir le thème? Ça parle de quoi, la mesure humaine? En fait, c'est basé sur un événement tragique qui a eu lieu à Reserve Siding, qui se trouve à être un petit endroit au nord, entre Hearst et Kapuskasing, au nord de l'Ontario, et qui était basé sur une grève qui a eu lieu entre des bûcherons et des cultivateurs qui travaillaient pour la même coopérative forestière. Et malheureusement, il y a eu un conflit et mort d'hommes. Il y a eu 8 blessés et 3 personnes qui sont décédées. Puis c'était des gens qui étaient tous du même village. Donc, il y a vraiment eu une espèce d'incompréhension suite à ça, des incertitudes. On ne sait pas qui vraiment a tiré, puis pourquoi ils ont tiré. Donc, c'était comme une espèce de conflit qui a dégénéré, malheureusement. Et ça a affecté tout un village et ça fait déjà 55 ans que ça s'est produit. Puis il y a encore des gens qui sont blessés par ça, qui portent le souvenir douloureux de cet événement-là. Donc j'aimais ça, pouvoir un peu témoigner de ça, parce qu'on n'a pas entendu parler vraiment ici. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ça? Absolument. Je ne connaissais pas ça du tout. Et le Théâtre Tremplin choisit toujours des œuvres franco-ontariennes, donc écrites par des auteurs franco-ontariens. Et donc le directeur artistique, comme ça, aller dépoussiérer un peu des œuvres. Oui, 55 ans, c'est quand même long. Hein? Oui, c'est ça. OK, d'accord. Et on a avec nous, Amélie, qui est comédienne sur la mesure humaine. Oui. Vous avez fait du théâtre avant? Non, en fait, c'est ma toute première expérience de théâtre avec Sacha. Donc, c'est une superbe expérience. On a eu la première hier soir. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. On recommence ce soir jusqu'au 28. 28 avril, mais non, première expérience de théâtre. Première expérience. Et il y a quelque chose que vous voulez partager avec nous? Comment c'était d'être sur scène en train de travailler et puis de se faire observer comme ça? C'était assez intéressant parce que, en fait, dans la production, la plupart des autres comédiens là, avaient beaucoup d'expérience en théâtre. Donc, non seulement, là, j'ai eu l'impression de prendre, je sais pas, là, je dirais 5 années de cours de théâtre en quelques mois. Donc, non seulement les commentaires de Sacha, là, à chaque pratique, chaque répétition, mais aussi des autres comédiens, là, ça a été vraiment, vraiment intéressant, là, comme expérience. Donc, on va dire que vous avez beaucoup appris, hein? Oui. Vous avez beaucoup appris auprès de... normalement, je me dis, pour quelqu'un qui veut faire du théâtre ou qui veut intégrer une pièce de théâtre, peu importe laquelle, il faut forcément que l'histoire parte vous chercher quelque part. Oui, ben moi, en fait, j'étais dans ma voiture en train d'écouter la radio et puis Dylan Orr, justement, le directeur artistique du Tremplin, là, parlait de la pièce, a mentionné l'histoire et on dirait que je me suis sentie très interpellée. Puis ensuite, il a dit, on tient des auditions ce soir. Et donc, j'ai décidé de me pointer aux auditions et c'était là, mon aventure de théâtre a commencé. Oui. Et la première audition, normalement, vous faites ce que vous voulez, normalement? Non, moi, j'arrive avec des propositions de scènes qui sont tirées de la pièce. Et puis là, c'est une audition avec plusieurs personnes en même temps. Donc là, je fais lire des scènes. Puis là, j'essaie de voir, qui pourrait peut-être jouer ça. Je leur fais improviser des petites choses aussi pour essayer de voir l'énergie. Puis après ça, je pars avec, la liste de tous ceux qui sont venus, les personnages que j'ai à distribuer, puis là, je dis qui pourrait jouer quoi, selon les âges, puis les couples, parce qu'il y a des couples aussi dans la pièce, alors selon...
l'énergie ensemble, ou l'âge et tout ça. Donc, ça devient un beau casse-tête par la suite, mais un casse-tête super intéressant à faire. Wow. Avec la mesure humaine, c'est le nom de la pièce de théâtre. C'est quoi le langage théâtral ou visuel? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir comme la couleur? En tout cas, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Ben, en fait, j'ai vraiment épuré ça, parce que ça se passe dans le village, donc il y a plusieurs lieux. Oui, il faut essayer de remettre tout dans le contexte, là, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis aussi, il y a plusieurs lieux, parce que l'auteur dépeint un peu ce qui se passe dans, je dirais, les différentes couches de la société, mais aussi au sein du village. On a à l'église, il y a l'épicerie, il y a les gens au téléphone, à l'école, donc vraiment différents lieux. Mais je voulais pas avoir tous ces lieux-là, évidemment. Alors, j'ai situé ça dans un non-lieu, je dirais, qui rappelle la forêt, puisque c'est un conflit entre bûcherons et cultivateurs qui travaillaient pour la même coopérative de bois, je peux dire. Ouais. De bois. Il y a sûrement un meilleur mot, mais ça ne me vient pas. Forestière, coopérative forestière. Alors, c'est un environnement vraiment très épuré où il y a une espèce d'arbre statue, en fait, qui est l'objet principal. Scénographiquement, c'est ce qu'on voit, qui rappelle l'affiche aussi. Et 6 cubes. Et c'est tout ça. Les comédiens bougent les cubes, puis là, on est rendu ailleurs. Ils les bougent d'une autre façon, on est rendu ailleurs. Fait que c'était des images, vraiment des images que j'avais. Comment je les place? À un moment donné, c'est une demi-lune de cubes. À un moment donné, c'est comme un V de cubes. À un moment donné, c'est 2 rangées. Et ça donne, on comprend tout de suite où on est, dans quel lieu on est. On change de lieu, en tout cas, on voyage dans le temps ou dans le village, en même temps, en regardant la pièce de théâtre. Tout à fait. Puis avec les costumes aussi, ça change. Les personnages qui se jouent, parce que les comédiens, des fois, ils en jouent 3 différents. Alors, ils changent leur voix, ils changent leur attitude physique, leur posture, et on comprend qui ils sont, où ils se trouvent et tout ça. Donc, ça a été vraiment un beau travail d'équipe avec les éclairages aussi, l'environnement scénographique. C'est ça, la musique aussi. La musique est super, très intense. Donc, ça donne vraiment toute l'ambiance. On parle de la musique de 55 ans? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un compositeur, là, ce sont des jeunes avec qui j'ai travaillé, en fait. Là, des jeunes qui viennent à peine de graduer du département de théâtre ou en musique. Puis, parce que le théâtre tremplin, c'est communautaire. Donc, on fait appel aux gens de la communauté, c'est ça, qui ne sont pas des professionnels. Certains vont se destiner éventuellement à devenir professionnels dans leur branche, mais sinon... C'est des gens qui font ça par passion, un peu comme ici, là, en fait. TV Radio fait ça parce que vous aimez ça. Oui. Ouais. Donc, on est bien heureux de cette production. Et moi, j'ai une petite question pour vous, Amélie. Donc, rendu à la fin de la pièce, La mesure humaine, ça vous tenterait de continuer comme travailler encore pour le théâtre tremplin? Ou même peut-être de continuer à faire du théâtre en tant que tel? Ben, définitivement, là, ça a allumé quelque chose en moi. Là. Le théâtre, oui, j'ai déjà accepté de faire un autre projet au mois de juin. Wow. On verra pour l'avenir, mais non, définitivement, je pense qu'après ça, ça va me prendre quelques autres projets là, de temps à autre, parce que c'est vraiment bon, le travail, comment dire, tout l'aspect là, vraiment de travailler, d'essayer de développer davantage nos personnages, mais aussi l'esprit d'équipe là, qu'on crée avec tous les autres comédiens, avec l'équipe de production. C'est vraiment agréable. C'est super. C'est un peu comme moi, il faut juste un déclic et puis tout part. Oui. Alors, dites-nous un peu, à quel moment est-ce qu'on peut voir la pièce de théâtre ou se procurer les tickets, par exemple? Oui. Alors, c'est jusqu'au 28 avril, du mercredi au samedi, en fait, à 19h30. C'est au studio Léonard Bond de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est 135 Séraphin-Marion. Le meilleur moyen de se procurer les billets, c'est de le faire sur le site Internet, donc théâtre-tremplin.com. Il y a à peu près juste une 60aine de billets. Il y a déjà des soirs qui sont complets. Alors, il faut se dépêcher. Nous, on est bien heureux de savoir que c'est complet. Sinon, les gens peuvent le faire à la porte aussi, mais on ne peut pas garantir qu'ils vont en rester. Ça, c'est clair. Ben, merci d'être passé sur le plateau. Mesure humaine, je pense que je vais venir te voir, Amélie, parce qu'il faut s'encourager là un peu. Ça me fera plaisir de prendre un ticket et puis venir vous voir. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ça fait plaisir. Alors, pour avoir vos tickets, c'est jusqu'au 28 avril, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour avoir vos tickets, vous pouvez vous rendre sur le www.théâtre-tremplin.com. Vous pouvez prendre vos tickets. Je pense que c'est préférable, comme elle a dit, de ne pas le prendre à l'entrée. Préférez le prendre un peu plus tôt. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un ticket pour regarder cette belle œuvre théâtrale qui s'appelle La mesure humaine. 55 ans en arrière, donc faites vite.
Je suis étudiante en relations publiques et j'ai eu la bonne idée d'inviter mon professeur de relations publiques ici sur les ondes, juste pour discuter un peu, pour vous informer sur ce que c'est qu'un programme de relations publiques. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous regardez Entre nous. Peu avant la pause, je vous parlais de mon professeur. Alors, je suis avec mon professeur, M. Jean-Maurice Lafont. Bonjour, monsieur. Bonjour, Claude Andrea. Comment allez-vous? Très bien, très content d'être ici avec toi ce matin. Merci, moi aussi, ça me fait plaisir que vous ayez accepté. Moi, déjà, pour commencer, j'ai jamais eu l'occasion de vous poser la question. Pourquoi l'enseignement? Qu'est-ce qui vous motive à enseigner? Bien, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le domaine des communications, dans le domaine de la santé, des services sociaux, en milieu universitaire. Et à un moment donné, je me suis dit, bien, j'aimerais contribuer à la préparation de la relève. OK. Alors, évidemment, le rôle de professeur, c'est intéressant parce qu'on enseigne de septembre à mai. Oui. Donc, on a les vacances d'été, on a les vacances de Noël. Oui. Puis quel beau métier que d'enseigner, puis de rencontrer des étudiantes puis des étudiants qui sont passionnés, qui ont du talent, puis qui ont le goût de prendre la relève au niveau des communications. Alors, ça a été un bonheur, l'enseignement, en particulier à la Cité, qui est mon lieu d'enseignement principal. Alors, pourquoi relations publiques? Il y a plein de programmes à la Cité. Pourquoi les relations publiques? C'est à cause de votre expertise en communication, je dirais? Exactement. C'est d'abord ma formation. Oui. Je suis un gars qui a été formé en communication à l'Université d'Ottawa. J'ai commencé par la sociologie. Ensuite, je suis allé aux communications sociales. Et j'ai commencé à travailler à la fonction publique fédérale, comme tout le monde ici dans la région, ou à peu près. J'étais au Conseil du Trésor au ministère des Finances, comme agent d'information. Et puis, finalement, j'ai évolué vers le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, les hôpitaux, les services aux jeunes, les services aux enfants, les services aux aînés. Alors, je me suis occupé des communications puis des mesures d'urgence pendant de nombreuses années. Parce que ma formation en sciences sociales, ma formation en communication sociale m'amenait à cette préoccupation-là de rendre service à la population, à la communauté. J'aime être utile dans la vie, comme la plupart des gens. Alors, pour moi, c'était une fonction d'utilité puis une fonction de communication qui représentait beaucoup de défis. OK. Qu'est-ce que ça prend pour devenir relationniste? Bon, d'abord, il faut aimer communiquer. Il faut aimer la communication, il faut aimer la relation avec les autres. Ça prend certaines aptitudes. Je pense que la communication écrite est importante. La communication orale aussi, il faut maîtriser ces deux canaux de communication-là. Mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout avoir un intérêt pour l'autre. Un intérêt pour la communication humaine et puis peut-être le changement. On se passionne d'organisation aussi. On travaille toujours pour un employeur. Un relationniste a un employeur.
et on peut devenir le porte-parole de cet employeur, comme je l'ai été pendant plusieurs années dans le domaine de la santé. Donc, il faut aussi adhérer aux valeurs de cette entreprise-là. Alors, c'est un peu ça qui m'a motivé à entrer dans le domaine des communications. Wow, c'est un gros parcours, hein, M. Lafont. J'ai bien fait de vous inviter. Et vous êtes polyvalent en tant qu'enseignant. Moi, je le sais. Quelle matière spécifiquement vous enseignez en relations publiques? Bien, j'ai une formation aussi en administration. J'ai fait une maîtrise en administration dans la région parce que je suis devenu gestionnaire dans le réseau de la santé. Et je me suis toujours intéressé à la gestion de projet. Pour moi, c'est une approche qui est de plus en plus populaire et qui est très efficace dans toute organisation. On peut gérer les choses de façon routinière, mais je pense que quand on passe en mode gestion de projet, on trouve toute une nouvelle dynamique, une façon de faire qui mobilise, qui motive les gens. Tu le sais. Je peux en témoigner. Oui, on a fait 2 cours de 45 heures ensemble en gestion de projet avec des clients réels. Oui, avec des clients réels. Parce que le programme à la Cité, c'est un programme qui est de formation pratique et on travaille avec des vrais clients, donc des organismes sans but lucratif, autant du côté de l'Ontario, d'Ottawa, que du côté de l'Outaouais, parce qu'on a des étudiants qui viennent du Québec également. Alors, gestion de projet, puis mon autre passion, c'est la technique de recherche. Mais ça, je pense que je t'ai pas donné le cours de technique de recherche. Non, c'est un autre professeur qui l'a donné, mais habituellement, c'est mon cours, ça, les recherches quantitatives, qualitatives. J'ai trouvé ça un peu difficile, moi. Oui, bien, pour beaucoup de gens. Toute l'approche quantitative, ce sont les chiffres, hein, ce sont les calculs, les données. Ça demande une rigueur qui n'est pas évidente. Et puis souvent, quand on va en communication, on s'intéresse plus à autre chose qu'aux chiffres. Qu'aux chiffres, exactement. Mais les chiffres parlent, Claude Andréa, tu le sais, ça. Hein? Oui, c'est vrai. Vers la fin, j'ai pu comprendre. Je me suis sortie avec... J'ai pu passer mon cours. Bien sûr. Mais j'aurais bien aimé faire plus, mais en tout cas, j'ai compris l'essentiel et je sais maintenant où je m'en vais. C'est quoi l'avenir des relations publiques aujourd'hui, en 2018? Toute organisation a besoin de relationnistes parce que le relationniste, c'est la personne, c'est l'homme ou la femme qui va travailler à faire des liens entre cette organisation-là et ses publics cibles, internes et externes, donc ses clients, ses usagers, ses bénéficiaires, les citoyens en général. Alors, toute organisation a besoin de gens en communication. Et les organisations vont être dans le domaine de la santé, des services sociaux, ça peut être dans le domaine des arts, parce que les étudiants sont passionnés par les arts, la musique, la culture. D'autres sont passionnés par le sport, ils vont vouloir travailler pour les sénateurs d'Ottawa ou les Canadiens de Montréal ou les Maple Leafs de Toronto, pourquoi pas. D'autres vont vouloir travailler dans le milieu gouvernemental, que ce soit municipal, provincial, fédéral. Il y a de l'emploi partout en communication. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce sont des emplois tous très passionnants. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation. Moi, je parle de la Cité, mais l'Université d'Ottawa aussi forme en communication, l'Université Carleton, le Collège Algonquin. Ce sont toutes des institutions qui forment des gens en communication. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé. Moi, là, ce que j'ai retenu à toute personne qui me demande c'est quoi être relationniste, je le tiens de vous. Je me dis tout simplement, pour résumer le tout, c'est le moyen de faire passer un message clé à la bonne personne, au bon moyen, au bon moment, par le bon moyen, au bon moment. Mon Dieu, que tu as bien appris. Oui, c'est exactement ça. Ça m'est resté pour tout, là. Tout le reste, je peux l'oublier, mais ça, là, il faut que ça me rappelle en même temps. Message clé, ça parle du message, bon moyen, quel outil on utilise. En fait, ça regroupe un peu tout et j'ai vraiment beaucoup appris à vos côtés. Moi, je suis contente. Et aujourd'hui, je vais vous demander, juste pour avoir votre avis, votre rétroaction, comment est-ce que vous avez trouvé vos étudiants cette année? À chaque année, les étudiants sont super. Enseigner à la Cité, comme enseigner ailleurs, à l'Université d'Ottawa ou à l'Université du Québec, c'est rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui nous viennent de toutes sortes d'horizons. Hein? On a des gens de l'Ontario, on a des gens du Québec, on a des gens du Nouveau-Brunswick, mais on a des gens aussi, on a même une Chinoise, on a des gens qui nous viennent d'Afrique, on a des gens qui nous viennent d'Haïti. Une diversité incroyable. Alors, travailler avec cette diversité culturelle-là, en plus des jeunes qui ont cette énergie-là de la jeunesse qui m'inspire beaucoup, moi, de mon côté. Donc, on était de bons étudiants. Absolument, toujours. Merci beaucoup, M. Lafont. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. C'est vraiment, ça me booste un peu de voir que j'ai du soutien du côté de mon professeur. Ben, tu peux compter sur moi. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Merci.
Ben, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le programme de relations publiques ou même par tout autre programme à la Cité, vous pouvez aller sur le site web de la Cité, www.collegelacité.ca. C'est inscrit à l'écran. Vous pouvez vous renseigner sur tous les programmes. C'est vrai que l'été s'en vient, mais la rentrée, c'est pour bientôt. Donc, commencez à chercher quel programme. Et je vous conseille le programme de relations publiques parce que c'est le meilleur programme de la Cité. Alors, tout de suite après la pause, nous parlons de communication avec les gestes avec Roxane Bélanger. C'est les gestes, communiquer avec les gestes pour les enfants et je pense qu'on va apprendre beaucoup encore avec elle aujourd'hui. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix. Le sang qui rêve sera voir le succès. De loin, de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver. Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue d'une compassion qui tue, confus. Dépression en vue, perdu, délicat vécu. Papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritables sont les moments tendres, petite leçon difficile à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous êtes toujours à Entre nous. Avant la pause, je vous parlais de gestes, de communication avec les gestes. J'ai avec moi Roxane Bélanger qui est orthophoniste. Alors, on va discuter avec elle de la communication avec les gestes. D'abord, pour commencer, c'est quoi Premier mot? Premier mot, c'est le programme de langage et de parole pour la région d'Ottawa. Okay. Alors, quand un parent a des inquiétudes ou a des questions au sujet du développement du langage, de la parole de leur enfant, ils peuvent accéder à des services avec Premier mot. Ils peuvent aller sur notre site web, avoir plein de ressources, lire, s'informer. Ils peuvent même utiliser le dépistage, qui est notre outil en ligne, qui est un nouveau dépistage qui est sur notre site web. Puis vraiment choisir l'âge de leur enfant, puis remplir les questions. Puis par la suite, selon les résultats, ils peuvent savoir s'ils ont besoin des services d'évaluation et de thérapie. Alors, c'est un petit peu là pour les enfants 0 à 5 ans et c'est pour tout le monde. 0 à 5 ans, vous avez bien dit. OK, d'accord, je retiens ça. Oui. Donc, aujourd'hui, on parle de communication avec les gestes. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de parents qui sont surpris quand ils vont faire le dépistage en ligne, là, de voir qu'il y a des questions, qu'il y a autant de questions, surtout chez les tout-petits, au sujet de la production des gestes. Mais au fond, les gestes, c'est vraiment des mots en action. On met en action des mots à travers des gestes. Et les gestes, comme les expressions faciales, comme les pleurs, c'est des façons pour un enfant de communiquer avec quelqu'un avant qu'ils aient des mots pour le dire. Souvent, dans la première année, les parents vont lire les expressions faciales. « Ah, je vois que tu fronces les yeux, tu as besoin de quelque chose quand ils pleurent, selon les pleurs. » Mais aussi les gestes. Et plus les parents utilisent des gestes avec leur enfant, plus leurs enfants vont en utiliser. Alors, par exemple, les premiers gestes qu'on a vont apparaître vers à peu près 7 mois, définitivement par 9 mois, et c'est les gestes de contact qu'on appelle. Alors, par exemple, je te donne quelque chose, un enfant va prendre la balle et va le donner aux parents.
ou bien la cuillère là, avec de la purée de pois qu'on n'aime pas, le bébé va repousser, va tourner son visage. Wow. Alors ça, c'est les premiers gestes qu'on va voir apparaître. Un des gestes importants qu'on veut voir autour de 9 mois, c'est le geste de montrer. Par exemple, si j'ai une balle et l'enfant prend la balle et le montre à maman, c'est un geste pour communiquer. C'est pour dire, regarde, j'ai quelque chose ici, je veux peut-être jouer avec, ou je veux peut-être juste simplement attirer ton attention puis partager ce moment-là avec toi. Alors ça, c'est un vraiment bon geste à avoir autour de 9 mois. 9 mois, prendre un objet et juste le montrer. C'est pour montrer que je comprends que je peux partager mon attention avec toi au sujet de cet objet-là. OK, ils attirent notre attention sur ce qu'ils ont. C'est ça. C'est ça. Wow. Alors ça, c'est super bien parce que là, le parent, ce qu'il peut faire, c'est de leur dire, ah ben c'est une balle, est-ce que tu veux jouer? Alors c'est le début vraiment de prendre son tour, de jouer, de donner des mots à l'objet, aux différentes choses que l'enfant nous montre. Et puis on discute avec lui en ce moment-là? Oui, c'est ça, on ajoute. Au fur et à mesure qu'on donne des mots, qu'on utilise des gestes avec les enfants vont progresser puis utiliser des gestes un peu plus complexes. Alors, on appelle ça les gestes distaux. Alors, où ils vont pas toucher les objets, mais nous montrer. Le premier geste qu'on voit souvent, là, c'est pointer. Hein? Tous les enfants, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, ça, c'est un geste super important à avoir. Et c'est souvent un geste, si un enfant n'a pas ce geste-là par l'âge de 12 mois, c'est un signal d'alarme. Le geste de pointer est extrêmement important pour tout ce qui vient par la suite. Puis il arrive à 9 mois aussi? Il arrive entre 9 mois et 12 mois. Il doit être là par l'âge de 12 mois. OK. Pointer et suivre le doigt que l'adulte pointe. Alors, si toi, tu es l'enfant, je te dis « Oh, regarde! » Toi, tu vas comprendre que mon doigt, c'est pour te montrer quelque chose qui est très loin et les deux, nous partageons notre attention sur l'objet qui est un petit peu plus loin. Alors, très important pour développer ce qui s'en vient après. Wow! Donc là, on a encore d'autres gestes, des gestes supplémentaires? Ou... C'est ça. Alors, souvent, autour de 12 mois, on va voir apparaître pointer. On va voir des gestes qui représentent un mot. Par exemple, prends-moi. Oui, c'est ça. Prends-moi, le geste que tous les parents connaissent et que tous les enfants savent utiliser pour se faire prendre. Puis ensuite, les gestes plus symboliques comme au revoir. C'est ça, donne un bisou. Le geste de faire chut. Alors ça, c'est des gestes qui sont symboliques et qui sont beaucoup plus abstraits. Alors encore là, ça démontre qu'il y a une pensée cognitive un petit peu plus développée chez l'enfant. Au début, les enfants vont utiliser des gestes complémentaires. Alors, ils vont pointer, puis ils vont juste pointer. Puis là, on sait qu'ils veulent avoir, par exemple, l'objet qui est devant nous. Ou ils vont faire bye-bye et c'est juste un geste qui représente un mot. Autour d'un an, ils vont commencer à utiliser des mots et ils vont commencer, autour de 18 mois, à utiliser des mots avec des gestes. Et ça, on appelle ça des gestes supplémentaires. Alors, par exemple, ils vont pointer dehors, ils vont dire « maman », puis là, ils vont pointer dehors et montrer l'auto. Alors, oui, ou bien il y a une auto qui vient de passer. Ou, par exemple, ils vont dire « manger » et ils vont pointer un biscuit, par exemple. Ils vont pas dire biscuit, mais ils vont dire « manger » puis ils vont pointer au biscuit. Alors, c'est comme s'ils commencent à faire des petites phrases. Mais c'est un mot avec un geste. C'est un geste qui est supplémentaire et qui vient rajouter de l'information à la conversation. Et souvent, ce genre de geste supplémentaire-là, avec la parole, c'est indicateur que les petites phrases de 2 à 3 mots vont commencer bientôt. Alors, les gestes sont très, très importants. Plus les enfants ont de gestes, on sait que plus ils vont avoir de mots à 1 an, à 2 ans et même à 3 ans. Wow. Alors, c'est important, les gestes. J'en apprends beaucoup. Je vous garde là maintenant, après la pause, on va continuer parce que ça commence à devenir intéressant pour mon prochain bébé. On garde Roxane Bélanger avec nous et on revient tout de suite après la pause. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plainte d'un vieux loup, les larmes d'un fou.
les yeux malins d'un vieux matelot. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les plastes qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. Dis-moi comment tout s'efface, où trouver la force. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous êtes bien entre nous. Je suis avec Roxane Mélanger tout à l'heure. Et avant la pause, on parlait de gestes. Et j'ai une petite question qui me trotte l'esprit. Les gestes pour les enfants, c'est naturel ou c'est nous qui leur apprenons à faire des gestes comme montrer ou pointer, je sais pas? C'est un peu des deux, vraiment. Les gestes, ça fait partie du développement de la communication. Alors, quand un enfant ne présente pas de gestes, on va vouloir leur enseigner, leur montrer des gestes. Parce que souvent, les gestes vont être utilisés avant les premiers mots. Et souvent, les enfants qui tardent à utiliser leurs premiers mots à 12 mois ou qui ont moins de mots à 18 mois et à 24 mois, c'est des enfants qui ont moins de gestes, qui vont avoir moins de gestes. Alors, nous, on va enseigner des gestes parce que et des mots, parce que les deux vont ensemble. Alors, d'une façon, c'est naturel, ça fait partie de notre communication, mais les parents qui utilisent beaucoup de gestes vont avoir des enfants qui vont utiliser beaucoup plus de gestes. Okay. Alors, comme parents, c'est une stratégie à adopter de façon naturelle, puis d'utiliser des gestes naturels, comme pointer, comme quand on dit « Ah, la fleur sent bon », on peut faire le geste de sentir « On va aller courir dehors ». Alors ça, ce sont des gestes naturels qui viennent juste appuyer notre message à l'enfant. Et l'enfant, quand il voit ça, l'enfant veut nous imiter, il veut faire la même chose que nous. Alors, il va peut-être commencer lui aussi à le faire. Et ça, souvent, c'est indicateur qu'ils comprennent pourquoi l'usage des gestes. Moi, j'avais un petit bonhomme que je voyais en thérapie, puis on lisait un livre au sujet d'un pic-bois, et quand le pic-bois, il cognait sur le bois, le petit faisait le mouvement du pic-bois. Alors lui, il avait compris, il avait fait une association. Le pic-bois, c'est son action. Alors déjà là, c'est beaucoup. Ça veut dire que bientôt, il va utiliser le mot pic-bois. Oh là là! Donc, combien de gestes par âge, pour chaque âge? Alors, avant l'âge à 12 mois, on va avoir à peu près 6 gestes. 6 gestes. Et les gestes les plus importants, c'est montrer. Pointer. Et là, les autres gestes comme, par exemple, prends-moi, refuser quelque chose, bye-bye, donner des bisous, etc. Alors ça, c'est autour de l'âge de 12 mois. Par 16 mois, on va avoir 16 gestes. 16 gestes par 16 mois. Et on a une petite ressource disponible à premier mot qui s'appelle 16 gestes par 16 mois. C'est une ressource qui vient des États-Unis, donc elle est disponible seulement en anglais. Mais il y a beaucoup d'images et c'est assez facile là, de se retrouver. Et ça indique par tel mois combien de gestes qu'il devrait avoir. Alors, à 9 mois, c'est à peu près 3. À l'âge de 12 mois, c'est 6. Et 16 gestes par l'âge de 16 mois. Et là, c'est des gestes très variés. Alors, on peut avoir des gestes de contact, comme on avait dit, je te montre l'objet, on pointe, mais ça peut être des gestes plus symboliques, comme sentir, courir, ou par exemple, tu sais, la balle, s'il cherche la balle, mais il n'y a pas le mot, il peut montrer le geste de balle. Puis, tu sais, lancer. Alors, ça, c'est à peu près l'âge de 16 mois. Et pendant cette période de temps-là, entre 12 mois et 16 mois, même si l'enfant a commencé à utiliser des mots, il va utiliser soit le mot, soit le geste. Ça, c'est complètement normal. Il ne va pas commencer à utiliser les deux en même temps. À l'âge de 18 mois, là, c'est là où il va commencer peut-être à être plus confortable à utiliser un mot avec un geste différent. Comme par exemple, il peut pointer dehors et il va montrer un camion puis il va dire des roues. Alors, on sait qu'il veut parler des roues du camion. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, comme
Exemple, 16 mois, 16 gestes. Mais ça accompagne aussi comme le dialogue, la communication verbale. Oui. Il peut commencer à parler. Et moi, quels sont les signaux d'alarme comme mon enfant a un problème, c'est quoi les signaux d'alarme? Alors, par rapport aux gestes, on va regarder le nombre de gestes. Alors, si un enfant, avant l'âge de 1 an, n'utilise pas beaucoup de gestes, alors ça, c'est un signal d'alarme. On va regarder pour pointer, on va regarder pour montrer ces gestes-là, et on va compter leur nombre de gestes. Alors, si à 12 mois, il n'utilise pas de mots, puis il n'y a pas 6 mots, 6 gestes, on va vouloir peut-être regarder ça un petit peu plus près, faire le dépistage qui est en ligne à premier mot, puis peut-être commencer à penser à la référence. Donc, il faut beaucoup d'observation de la part des parents parce que c'est pas facile d'observer tous les petits gestes. Tu as l'impression qu'ils en ont de nouveau à chaque jour. Oui, puis à ce moment-là, tout ce qu'on peut faire, c'est laisser un morceau de papier sur le comptoir et les écrire. Ah, aujourd'hui, il a pointé. Aujourd'hui, il m'a montré. Aujourd'hui, il a poussé la cuillère. Alors ça, c'est des gestes qu'on peut vraiment regarder. Et si on est inquiet, c'est ça, on réfère tout simplement. Là, on peut vraiment référer. OK. Donc, comme parent, comment inclure les gestes dans le langage quotidien de l'enfant? Alors, les gestes qu'on fait naturellement, on prend une marche, puis on parle du chat. Tu sais, on peut dire que avec la moustache. Le chat, il y a une moustache, oui. Le petit oiseau est sur la corde. Sur l'arbre, par exemple. Oui. Alors, on peut ajouter des gestes naturels. Si on veut, on peut aussi ajouter des gestes qu'on pourrait apprendre, par exemple, à travers le langage des signes. Et il y a des livres comme le langage des signes pour bébés qui sont utilisés. Alors, les parents peuvent se référer à ceci, puis les utiliser s'ils veulent. Alors, des mots comme « encore », « ouvre »,« fini », ce sont des gestes qui sont plus symboliques, mais qui sont des gestes très... c'est du langage signé. Oui, alors, on peut leur montrer et on le fait tout simplement dans nos activités de tous les jours. Alors, on ouvre la porte, on ouvre le livre, on ouvre la boîte. En jouant, on parle et on ajoute notre geste. Ou par exemple, j'en veux plus. Est-ce que tu en veux encore? Est-ce que tu veux encore des céréales? Est-ce que tu veux encore une fraise? Alors, on le fait tout simplement en le disant. C'est super important là, de continuer à utiliser les mots. Puis d'ajouter l'information en faisant le geste. Je vous garde pour la conclusion avec moi. On a des choses à ajouter encore? OK. Nous prenons une petite pause. On revient tout de suite après la pause. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, on parle d'activités en plein air avec Marie-Christine Bédard et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily. These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À notre prochain rendez-vous Nathan parle, on parle du TDAH chez l'adulte et on aide nos enfants à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers.
De retour sur le plateau de Entre nous, exclusivement sur TV Rogers. Je suis encore avec Roxane. Est-ce qu'on a des choses à ajouter pour nos parents qui nous suivent? Oui, alors on peut inclure les gestes pendant qu'on lit, puis pendant qu'on fait des jeux et des histoires et des comptines. Hein? Les comptines tape, 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 roule, roule, roule. Alors c'est facile. Avec les chansons. C'est ça. Quand on lit des livres, il y a un livre, Les roues de l'autobus, on peut faire toute la chanson, Les roues de l'autobus qui roulent. Puis si les parents ont des questions, on a un site web, premiermot.ca au pluriel, et on a des partenaires fantastiques, la santé publique d'Ottawa, qui vont répondre à n'importe quelle question de parents au sujet de n'importe quel sujet, mais de la parole et du langage aussi. Est-ce qu'on peut reprendre le site web encore? Oui, c'est www.premiermot au pluriel.ca. OK, d'accord. Donc, pour avoir des informations concernant tous ces faits et gestes pour nos bébés, pour le dialogue, pour tout, c'est sur ce site-là qu'on doit aller. Oui. Mais merci d'être passé sur le plateau. Merci de m'avoir encouragée aussi. Oui, ça me fait plaisir. Notre émission tire à sa fin. Je vous dis merci de m'avoir accepté chez vous, dans vos différents salons. Et je remercie tous nos invités qui sont venus ici, spécialement mon professeur qui est passé me faire un coucou aujourd'hui. Merci à TV Rogers. Merci à Catherine de m'avoir laissé sa place. Vous la revoyez demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Vous regardez TV Rogers.